Ce soir, nous allons aborder les questions du genre ou la dysphorie. C'est-à-dire que la dysphorie sexuelle, c'est-à-dire la question qu'on peut se poser sur le genre sexuel, masculin ou féminin, homme-femme. Comme le titre l'indique, il y aura deux parties. Pour présenter un petit peu la question en elle-même, et pour voir que c'est une question qui n'est pas si récente que ça, en réalité. La question du genre est aujourd'hui très débattue. C'est un sujet, je dirais, quasiment quotidien partout. Mais la problématique d'être ou de paraître homme ou femme n'est pas récente. L'époque médiévale, où l'Église chrétienne constituait l'institution dominante, bien qu'elle n'ait pas théorisé le changement de genre, a été l'objet d'expériences sur la transidentité d'une grande complexité. Vous voyez, c'est pas récent. Au Moyen-Âge déjà. L'idée que l'on pouvait se raser la tête et renier le vêtement féminin, donc pour une femme, se trouvait chez les disciples d'Eustache de Sébaste, maître de Basile de Césarée. Donc, Eustache de Sébaste, religieux chrétien né vers 300, mais c'est pas récent, hein, mort en 377, ou peu après, pas trop sûr, initiateur du monachisme en Asie mineure. Le monachisme, c'est l'état de mode de vie de personnes qui ont prononcé des vœux religieux et font partie d'un ordre dont les membres vivent sous une règle commune séparée du monde. C'est la vie monastique. La vie monastique est apparue au IIIe siècle après Jésus-Christ, sous l'impulsion d'Eustache de Sébaste. Voilà. Et à cette époque, il était considéré que si une femme se rasait la tête, c'est comme si elle revêtait l'habit d'homme, donc elle devenait masculin. L'interdit du Deutéronome, qui interdit formellement l'inversion des habits sexués, a trouvé un moment une voie de contournement par une lecture circonstanciée de 1 Corinthiens 11-16. Circonstanciée, c'est-à-dire bien adaptée. Le Deutéronome, c'est le texte « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Eh bien, ce texte-là, on l'a rendu caduc par une lecture de 1 Corinthiens 11-16 qui dit « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Je ne vais pas faire tout le débat théologique de comment ils ont réussi, à partir de ce texte, à annuler le texte du Deutéronome, parce qu'en fait, il y a quand même une certaine distance. Bref. À partir de cette période, on rencontre dans l'hagiographie de nombreuses personnes ayant changé de leur genre. La géographie, c'est l'histoire des saints. Je l'ai mis là. Écriture de la vie et ou de l'œuvre des saints sans repère réel historique. C'est-à-dire que quand on voit la géographie, on se rend compte qu'en fait, c'est des récits qui n'ont aucun point d'attache historique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les situer dans le temps. On est obligé de croire ce qui est écrit. Point. On se doute fortement que la plupart, pour ne pas dire plus que la plupart, soient des mythes en fait. Soit des récits qui ont été inventés. Essentiellement, cette géographie est essentiellement montrée comme une performance, donc ce changement de genre en fait, dans la géographie, est montré comme une performance, car prendre une identité masculine était un mode d'entrée en religion pour les femmes, à une époque où elles en étaient exclues. Il s'agissait de femmes prenant le genre masculin. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, on n'a jamais un homme qui a pris le genre féminin à l'époque. Donc on voit bien qu'en fait, il y a une sorte de poussée, je dirais, sociale, puisqu'à l'époque, la femme, son statut social était pas inexistant, mais pas loin. Et donc, forcément, ça n'intéressait pas, entre guillemets, les hommes de devenir femmes. Par contre, un certain nombre de femmes ont souhaité devenir des hommes. C'est un peu le mouvement inverse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se revendiquent d'être des hommes, mais il y a plus d'hommes qui se revendiquent d'être des femmes. Donc c'est un peu l'inverse aujourd'hui.
On a Hildegonde, devenu Joseph, qui est connu dans la géographie. Dans les années 1160, un homme de Neuss, ou Neuss, à quelque distance de Cologne, eut une fille. Sa femme étant décédée, il emmena sa fille avec lui en pèlerinage à Jérusalem, vêtu en garçon et appelé Joseph. Il n'était pas si rare de s'habiller en homme pour voyager par souci de discrétion et pour des raisons pratiques, faciliter le mouvement, à cheval par exemple. Mais lorsque le père mourut et laissa son enfant seul, il garda son identité masculine, fréquenta l'école et prit la tonsure. Donc c'est parti d'un fait que voyager en tant que femme à l'époque c'était dangereux. Donc il a fait voyager sa fille en habit de garçon. Et il est décédé et elle est restée sous cette apparence masculine, et se faisant appeler Joseph. On a Eugénie, devenue Eugène. Fille du gouverneur Philippe, Eugénie s'était convertie au christianisme après des études poussées de philosophie avec Protée et Hyacinthe, deux frères eunuques déjà chrétiens. Attirée par le monastère, la jeune fille se coupa les cheveux, prit l'habit d'homme, le nom d'Eugène, et se fit accepter auprès de l'abbé Hélénous en tant que moine. Ce dernier, qui aurait été miraculeusement informé du changement de genre, aurait accepté le novice au monastère. Qui aurait, parce que c'est ce qui est écrit dans la géographie. Donc c'est pas quelque chose qu'on découvre, c'est pas quelque chose de totalement nouveau aujourd'hui, cette question de genre. Avec cependant une particularité, à l'époque, on l'a compris, particularité sociale et religieuse, puisque les femmes étaient exclues de l'ordre religieux, c'est venu bien plus tard, et donc celles qui voulaient absolument s'engager dans les ordres, en fait, devaient se faire passer pour un homme pour pouvoir intégrer les ordres. La question du genre est aujourd'hui très débattue, c'est ce que j'ai mis, sans jamais définir quelle est véritablement la question. On parle de la question du genre, mais vous ne verrez jamais quelle est la question du genre. On parle de la question du genre. Mais c'est quoi la question du genre ? On a la théorie du genre, aussi appelée gender. Gender, terme anglais désignant une personne qui décide de devenir androgyne normalement. Androgyne, du terme grec aner en grec, donnant andros au génitif, homme. Donc, normalement, en anglais, gender, c'est une femme qui devient homme. Sémantiquement, c'est pas un homme qui devient femme. Donc, la théorie du genre, en fait, elle prend ses racines dans ce qui s'est passé au Moyen-Âge, à savoir des femmes qui voulaient devenir des hommes. Et on a rajouté, aujourd'hui, quand on parle d'androgyne, je parle pour androgyne, on a rajouté le terme gouné en grec, qui veut dire femme. Comme ça, on a les deux. Donc c'est quelqu'un, normalement, un androgyne qui est les deux. Il n'est pas l'un ou l'autre. Gender. Quand une personne présente des caractéristiques sexuelles ambiguës, on parle, ou on devrait parler d'ailleurs, non pas de gender, mais d'intersexuation. Quand c'est ambigu. Donner une définition simplifiée. Contestation de la réalité sexuelle biologique, homme-femme. Là, c'est simple. Direct. Objectif de la théorie du genre. Bannir toute différence de considération qui serait basée sur l'anatomie. Amener à égalité juridique les différentes préférences sexuelles. Amener à égalité morale les différentes préférences sexuelles. Donc on a juridique, on a morale, c'est l'objectif de la théorie du genre. Rejeter la société hétérocentrée d'influence judéo-chrétienne, produisant, selon certains, une discrimination à l'égard des groupes qui souhaitent vivre selon d'autres pratiques sexuelles. En fait, le fondement, c'est surtout rejeter l'enseignement judéo-chrétien du couple. Faire la promotion d'un nouveau modèle socio-culturel, donc on supprime tout ce qui est judéo-chrétien et on invente quelque chose de mieux, à leur dire, c'est ce qu'on entend. Pourtant,
pourtant, tous les récits fondateurs affirment que nous sommes issus d'un couple homme-femme. Pas que la Bible. Tous les récits fondateurs de l'humanité annoncent que l'humanité provient d'un couple, d'un homme et d'une femme. Donc quelque part, je dirais que la théorie du genre, en Occident, rejette la culture judéo-chrétienne, mais si on se place d'un point de vue purement ethnologique, la théorie du genre, en Afrique, rejette toutes les racines africaines, les cultures africaines, rejette en Amérique toutes les cultures amérindiennes. Bref, c'est un rejet de tout ce qui fait toutes les cultures. On a dans le Yijing, par exemple, en Chine. On a le Popol Vuh en Amérique. On a la Bible, Moyen-Orient, Europe. On a le Landnámabók en Islande. On a la Théogonie d'Hésiode en Grèce antique. On a l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie. On a la tradition orphique chez les Romains. On a le Djurkurpa ou temps du rêve chez les aborigènes d'Australie. On a la tradition du Komo en Afrique. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il y a hommes et femmes. La presque totalité de ces récits, un Dieu créateur. En plus. Je dirais pour la cerise sur le gâteau. Donc la théorie du genre, en fait, s'inscrit non seulement en faux sur la parole de Dieu, sur la Bible, mais je dirais que même d'un point de vue purement philosophique ou ethnologique, elle s'inscrit en faux par rapport à tous les fondements de toute l'humanité. Et c'est ce Dieu créateur, dans tous ces récits, qui façonna le monde et les êtres vivants par la parole. Et parmi ces êtres vivants, un homme et une femme. Jamais un être androgyne, par exemple, qui seraient les deux à l'origine. Non, jamais. Et qu'en dit la science ? Aujourd'hui, on ne parle que par la science. Donc, qu'est-ce qu'elle en dit, la science ? Et surtout, la génétique. C'est intéressant, la génétique, quand même. Surtout sur des questions comme celle-là. L'ADN est le support de la génétique. Chacun possède une signature génétique unique. On ne peut pas avoir deux ADN identiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait bien la signature ADN. On cherche l'ADN, et puis pour un meurtrier ou quelque chose, si une personne a le même ADN que celui qu'on a retrouvé sur le lieu du méfait, personne ne mettrait en doute en disant non, mais c'est peut-être quelqu'un qui a le même que moi. C'est pas possible. Et cette signature génétique, elle est la signature, le mélange de gènes de nos parents, des parents à chaque fois, du père et de la mère. C'est un mélange. Mélange des gènes de leurs parents, qui sont eux-mêmes des mélanges de gènes de leurs parents, qui sont eux-mêmes des mélanges de gènes de leurs parents, qui sont eux-mêmes des mélanges de gènes de leurs parents, etc., etc., etc. On remonte jusqu'à Adam et Ève. Je renvoie vers l'étude sur la génétique pour voir. Mais il y a un chromosome qui ne subit aucune variation dans tout ça. Le chromosome Y, qui se transmet de père en fils. Chaque être humain possède 2 chromosomes sexuels. XY, ça c'est l'homme. Un chromosome X, un chromosome Y. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, Genèse 1, 26. Ou XX. XX, c'est une femme. C'est de la génétique. Là, il n'y a rien à redire, c'est de la génétique. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa... Alors, homme et femme, ça c'est certaines traductions, ça. Et j'ai même lu des commentaires chrétiens qui disaient que Dieu avait créé un premier être humain androgyne. Homme et femme. Qu'est-ce ? Si je regarde le mot qui a été traduit par homme, c'est Zakar. Zakar, en hébreu, qui désigne le porteur du gène masculin. C'est pas un homme. C'est ce qui fait que c'est un mâle. Littéralement, c'est ça qu'il faudrait traduire. Donc, porteur du gène masculin. Femme, Nekeba. Nekeba, porteur du gène féminin.
C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit que le premier homme est porteur d'un gène masculin et d'un gène féminin. Il est porteur du Y, il est porteur du X. Génétiquement. Alors là, par contre, dans les autres ouvrages mythologiques, vous n'en trouverez pas. Dans la Bible, ce n'est pas un mythe, c'est la réalité, et c'est le seul ouvrage qui donne ce détail, si on peut parler d'un détail. Marc 10, 6. « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » En grec, puisqu'on est dans le Nouveau Testament, le mot homme ici, c'est aren. Aren, et non anthropos. Anthropos serait homme, c'est un générique. Anthropos, l'homme, en grec. Là, c'est aren. Aren qui veut dire littéralement porteur du gène masculin. Et la femme, télus. Et non pas gouné. Gouné qui serait la femme en général. Mais non, c'est télus, c'est-à-dire porteur du gène féminin. Donc on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui disent la même chose, évidemment. Génétiquement parlant, l'homme est le seul à porter les gènes X et Y. La femme, c'est XX. L'homme. Base de la reproduction propre aux êtres vivants créée le 6e jour, dans la Genèse, chapitre 1. Ce qu'on appelle les êtres homéothermes, ceux qui ont un sang chaud. Contrairement, pour faire opposition aux animaux du 5e jour. Chez les serpents, les oiseaux, les papillons, la situation est inversée. On a du ZW chez les femelles et du ZZ chez les mâles. Ce ne sont pas les mêmes lettres parce que ce ne sont pas les mêmes chromosomes. Ce ne sont pas les mêmes. Heureusement quand même. Donc on les appelle véritablement du ZW ou ZZ. Sans que l'on sache si c'est la présence du W qui détermine le sexe femelle ou la duplication du Z qui produisent le sexe mâle. On ne sait pas trop. On sait juste que les analyses génétiques montrent que les animaux femelles sont ZW. Est-ce que c'est le W qui fait que c'est une femelle ou est-ce que c'est le fait de ne pas être ZZ ? On ne sait pas. Les vertébrés à sang froid n'ont pas de chromosomes sexuels. Pour les reptiles, le sexe dépend de la température d'incubation. Donc c'est particulier. L'homme aurait pu être comme ça. Enfin, Dieu a géré la création. Il a créé l'homme et la femme. Pas un individu qui pourrait, selon les circonstances, être l'un ou l'autre. Contrairement aux animaux. Aux poikilothermes, c'est aux animaux à sang froid. Ce sont des animaux créés le 5e jour, ça. Les animaux poikilothermes. Mais au commencement, archès, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme, on a compris, mais le commencement, archès. Archès qui veut dire principe. C'est-à-dire que littéralement, dans le principe de la création, masculin et féminin, Dieu le fit. Littéralement, c'est comme ça qu'il faudrait traduire. Donc, c'est-à-dire le principe, c'est un principe fondateur, un principe fondamental de la création, le principe mâle et le principe femelle. Donc ça veut dire que toucher à ce principe, c'est toucher au fondement même de la création. C'est toucher au fondement même de la création. La théorie du genre s'attaque frontalement à l'un des principes créationnels instaurés par Dieu. C'est plus que anecdotique, hein, cette théorie du genre. C'est une attaque frontale à l'un des principes fondamentaux de la création divine. La genèse du gender. Robert Stoller, un psychologue populaire en 1968, popularise une notion initiée au début des années 1950, pour comprendre la séparation chez certains patients entre corps et identité. De là l'idée qu'il n'existe pas une réelle correspondance entre le genre, masculin-féminin, et le sexe, homme-femme. C'est à partir d'une maladie, je ne me souviens plus son nom, mais c'est pas grave, une maladie mentale de dissociation du corps. Donc les personnes ont l'impression que ce n'est pas leur corps en fait. Ils n'ont pas l'impression que c'est un autre corps, ils ont l'impression que ce n'est pas le leur. Ils sont décollés du corps, il y a un décollement. Décennie 1960-1970,
Premières études aux USA sur les différences sociales entre les hommes et les femmes. Émergence du Women's Lib, mouvement pour la libération de la femme, cherchant à modifier le positionnement du féminin par rapport au masculin. Ce sont les premières idées d'égalité des sexes. La seconde vague du féminisme remettant en question le modèle patriarcal. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait n'était pas bon. Il y avait des choses qui devaient être faites, évidemment. Mais il y a certaines choses qui sont allées trop loin. Dans l'entre-deux-guerres, le terme fut employé en Allemagne par les féministes proches du mouvement Volkskirche afin de mettre en avant la thèse antisémite d'un complot judéo-patriarcal. C'est-à-dire qu'en fait, la base, c'était de dire que c'était un complot des Juifs d'instaurer un système patriarcal pour imposer à la société un mode de fonctionnement qui permettrait aux Juifs de prendre la supériorité. Enfin, c'est très tiré par les cheveux, parce qu'évidemment, à justifier, c'est compliqué. Parce que ce n'est pas justifiable. Le domaine de la reproduction, la maternité, le corps, la famille, le travail domestique, est un espace d'exploitation privilégié des femmes. Concept de sexisme qui apparaît. Sexisme, un mot calqué sur racisme, pour éveiller un réflexe discriminatoire à l'égard de l'un des sexes. En s'appuyant sur l'articulation entre la nature et la culture développée par l'anthropologue Klaus Lévi-Strauss, la sociologue britannique Anne Oakley renvoie le sexe au biologique et le genre au culturel. C'est-à-dire qu'on réfléchit tellement qu'on en arrive à dire que le sexe fait partie de la biologie, parce que c'est quand même pas reniable, quand même, la biologie va quand même remettre les fondements de la génétique en cause, et le genre est de l'ordre du culturel. Fondement expérimental du gender. Fondement maintenant, on a vu le fondement de la théorie, d'où ça prend ses sources, ses racines. Maintenant, on va voir le fondement expérimental. Quelle est l'expérience, ou quelles sont les expériences, mais en l'occurrence, c'est quelle est l'expérience qui va justifier la théorie du genre. En 1967, un petit garçon de 22 mois est atteint d'un phimosis. C'est pas extrêmement rare quand même. C'est quelque chose qui arrive. L'opération est ratée. Donc un phimosis, pour ceux qui ne savent pas, c'est une partie du sexe masculin, au niveau du gland, qui ne peut pas, qui peut pas s'ouvrir en fait, pour décaloter. Donc il faut opérer. C'était quelque chose qui était, par exemple, c'est Louis XIV qui a été opéré de ça. Et d'autres rois ont été opérés de ça, donc c'est pas rare. Hein. Mais là, en l'occurrence, l'opération ne réussit pas, elle rate. John Monet affirma avoir décelé que ce garçon atteindrait mieux son épanouissement sexuel s'il était une fille. Donc c'est un ressenti d'un psychologue suite à une opération ratée pour dire, moi je pense qu'il s'épanouirait mieux s'il était une fille. Alors voilà le John Monet, le psychologue sexologue et professeur de pédiatrie, affirma que la chronophilie, incluant l'infantophilie, l'éphébophilie et la pédophilie n'étaient pas forcément néfastes, puisque certains de ces fonctionnements, entre guillemets, provenaient d'un plus grand amour parental qui devenait érotique et n'était donc pas un trouble du comportement. Donc on voit le profil. On voit le profil du monsieur. John Monet décide de recourir, après force persuasion des parents, à une ablation des testicules ainsi qu'à un traitement hormonal lourd pour le petit. Pour justifier son ressenti. Le jeune Bruce Reimer devient Brenda Reimer. Brenda, je mets entre guillemets, arrachait les robes qu'on lui mettait et réclamait de jouer avec les jouets de garçon de son frère. Parce que là, je l'ai oublié de le dire, mais son frère, c'est son frère jumeau. À l'adolescence, Brenda demande à tout le monde de l'appeler David.
Donc on sent bien qu'il y a un problème quand même. Le ressenti du psychologue était quand même pas très bon. Un désastre psychologique et physique qui n'a pas empêché M. Monet de clamer haut et fort le succès de son expérience, falsifiant sans état d'âme ses résultats et inventant de faux témoignages des parents alors que David était dépressif et suicidaire. C'est le fondement de la théorie du genre, expérimental, fondement expérimental. Brian, le frère de David, très perturbé par cette identité génétiquement modifiée de son frère, est devenu schizophrène et se suicide en 2002. C'est une drôle de réussite quand même. En 1997, David commence une série de traitements et d'opérations pour refaire le chemin à l'envers et retrouver sa morphologie et son identité originelle. Il se suicide en 2004. Et partout, tout ce qui va justifier la théorie du genre vous diront que c'était un succès. Vous pouvez lire, vous pouvez chercher, vous allez voir que c'était un succès. Curieux succès. De la contestation de la réalité sexuelle biologique, homme-femme, on est passé au sentiment de mal se sentir. Mal se sentir. Glissement sémantique pour récupérer le mal-être des jeunes. Le mal-être des jeunes, une vraie détresse à entendre. Le mal-être des jeunes existe. Pour certains, pas pour tous, mais il peut exister un mal-être de l'adolescent. Avec de vraies inquiétudes à calmer pour le jeune. Sentiment vécu comme une vraie calamité pour le jeune qui le vit, qui se sent mal dans sa peau, qui connaît un mal-être et non pas un mal se sentir. Parce qu'il y a un glissement sémantique là. Pour essayer de faire passer un message, c'est compliqué. Cette détresse décrite comme étant le sentiment d'être un homme dans le corps d'une femme ou d'être une femme dans le corps d'un homme. En fait, on traduit, on va dire aux jeunes, tu vis un certain mal-être, et plutôt que d'expliquer que ce mal-être, il vient parce qu'il y a une transformation hormonale, parce qu'il y a une transformation physique, parce qu'il y a aussi une maturité qui est différente, qui va être décalée par rapport à son corps, parce qu'il va découvrir de nouvelles sensations, de nouvelles choses, il se passe des choses. Plutôt que de lui dire, c'est normal, tu subis une très grande évolution de ton être, eh bien on va lui dire, non, mais c'est parce qu'en fait, c'est parce que tu es dans un corps d'homme et tu te sens femme, en fait. Ou alors, tu es dans un corps de femme et tu te sens homme. En fait, on va pousser l'idéologie au travers de la souffrance du jeune. C'est ce qui se passe. Ce qu'on appelle aujourd'hui la question du genre ou du transgenre, justement. Mais en fait, ce n'est pas une question. Hein. Ce n'est pas une question. C'est un mal-être qu'on utilise pour faire passer une idéologie qu'on va appeler le mal se sentir. Dans certains cas, les spécialistes peuvent poser un diagnostic. On appelle ça la dysphorie de genre. Psychopathologie psychiatrique, rarissime. La dysphorie de genre est très rare. Il n'y a que des spécialistes qui peuvent poser un diagnostic, mais ce diagnostic aboutit rarement à une déclaration d'une maladie qui s'appelle la dysphorie de genre. Pathologie, du grec pathologia, examen des passions. Littéralement, la pathologie, c'est un examen des passions. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus tout à fait, c'est un petit peu plus scientifique que ça. C'est pas que les passions, mais on comprend un petit peu le sens. Science qui a pour objet l'étude des maladies, notamment de leurs causes, étiologie, et de leurs mécanismes qu'on appelle la physiopathologie. Et psycho, du grec psyché, âme, auquel on donne aussi le sens d'esprit, alors que esprit est la traduction de pneuma. Donc c'est bien un problème de l'âme, en fait, et non pas un problème de l'esprit. Et la psychiatrie, on retrouve le psyché, le psyché. Iatrique, du grec iatros, qui signifie médecin.
Donc la psychiatrie se prévaut d'être le médecin, enfin la médecine de l'esprit ou de l'âme. En réalité, c'est de l'âme. Psyché. La dysphorie de genre à ne pas confondre avec le syndrome de Klinefelter. Klinefelter. Anomalie du nombre des chromosomes sexuels chez l'homme. Ce syndrome se caractérise par la présence d'au moins un chromosome X supplémentaire. Vous avez des gens qui sont XXY. C'est rare, mais ça existe. Et quand vous allez aborder certains théoriciens du genre, ils vont s'appuyer là. Ah, mais là, regardez, là. Oui, mais là, c'est un cas très particulier, parce que c'est quand même très rare. Je ne sais pas si beaucoup de médecins ont rencontré des gens XXY. Ça existe. Les statistiques que j'ai eues, c'est que c'est quand même pas rarissime non plus, mais c'est pas très fréquent. Ça court pas les rues, comme on dit. Donc l'individu présente alors 2 chromosomes X et un chromosome Y, soit 47 chromosomes au lieu de 46. Donc on a quelque part, on pourrait appeler ça presque une trisomie, une trisomie sexuelle. D'où le nom technique on appelle le 47XXY, donné à ce syndrome. Alors il existe aussi des gens qui ont 3X et 4X, j'ai vu. Donc c'est spécial quand même. Mais ce sont des maladies génétiques. D'ailleurs, génétiquement, on voit bien qu'il y a un problème. Revenons à Hildegonde devenue Joseph. Parce que je n'ai pas pris ces 2 exemples, évidemment, au hasard, puisque ce sont des récits qui sont relativement bien documentés. Donc on peut aller les lire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Après être revenu de son pays natal, l'Allemagne, le jeune moine, donc Joseph, enfin Hildegonde qui est devenu Joseph, donc le jeune moine fut chargé par l'église de Cologne de porter à pied une lettre au pape qui résidait alors à Vérone, probablement chez Alexandre III. Mission dangereuse car il risquait d'être attaqué par les partisans de l'empereur. Donc c'était très compliqué. Revenu dans le diocèse, donc il a réussi, de Worms, il fut reçu comme novice à Schönau, à la frontière suisse de l'Allemagne actuelle. Il décéda au monastère après avoir confessé tout le récit de sa vie au prieur du monastère. Frère Eugène confessa, c'est pas frère Eugène, c'est Joseph. Joseph confessa tout, hormis son changement de genre. Donc il a tout dit, sauf que, au départ, c'était une fille. C'était une femme. Et là, il va y avoir un problème. Un novice anonyme qui raconta sa vie précisait l'étonnement des moines qui, lors du lavement du corps du défunt, voient des saints, en latin ubera. Ils ont du mal à le croire et font venir d'autres hommes, l'abbé en particulier, et même 4 experts, qui finissent, après de multiples vérifications, par s'entendre sur le fait que le défunt devait être une femme. Ça pose une question quand même. Parce que si vous avez un corps nu, et que vous êtes obligé de faire appel à 4 experts pour savoir si c'est un homme ou une femme, c'est qu'il y a un problème. Le texte insiste bien sur l'ambiguïté qui persiste, même devant la révélation du corps dénudé, mais les seuls organes féminins mentionnés sont les seins, dans le texte, dans la description. Frère Eugène avait de petits testicules, un pénis de taille normale, une grande taille, de petits seins. On parlerait aujourd'hui de gynécomastie. Il avait une pilosité et un tissu adipeux à répartition féminine. Il avait au niveau des cuisses en particulier et des hanches. Hildegonde, devenue Joseph, morte en martyr en 257, était de toute évidence, d'après la description, une personne qui souffrait du syndrome de Klinefelter. Parce que pour que nu, on doit faire appel à 4 experts qui expertisent, qui discutent pendant des jours pour savoir si c'est un homme ou une femme, et la description qui en est faite, alors c'est pas une description anatomique d'aujourd'hui, donc, mais les mots latins sont suffisamment précis,
Il existait des mots latins pour les parties sexuelles féminines et des mots latins précis pour les parties sexuelles masculines qui n'ont jamais été employés parce qu'il y avait ambiguïté. Donc de toute évidence, on a affaire à un cas particulier de maladie génétique, si on peut appeler maladie. Revenons sur maintenant Eugénie devenue Eugène. Une femme nommée Mélancie, parfois nommée Mélanie, selon les textes que l'on a. A priori, ce serait plutôt Mélancie, puisque Mélanie, c'est plus récent comme appellation. Accuse le jeune moine de viol. Il fut alors porté en justice devant un gouverneur qui, dans le récit hagiographique, n'était autre que son propre père, Philippe, qui ne le reconnaissait pas en habit d'homme, parce que c'était une fille au départ. Donc son père ne l'aurait pas reconnu. Pour montrer son innocence, le moine Eugène dit être une femme et ouvre son vêtement pour le prouver en dévoilant de petits seins bien formés. Entre guillemets, c'est la citation. À l'époque, on ne pouvait considérer qu'une femme puisse en violer une autre. Le moine devenu Eugénie est disculpé. On dit, ah oui, mais il a des seins, donc c'est une femme. On a une représentation de la scène, en fait, où il doit se dévêtir. Donc là, on voit que c'est Eugénie ou Eugène au milieu qui doit ouvrir son habit pour montrer sa poitrine. Contrairement à sainte Radegonde, par exemple, ou à la Donna Impudica, Eugène ne dévoila jamais son sexe pour justifier de sa féminité ou de sa virginité. Parce que les deux que j'ai cités là, ce sont des femmes où justement, dans certaines circonstances, il y a eu ambiguïté. On disait, ah, mais est-ce que c'est pas un homme déguisé? Enfin, on ne savait pas trop. Donc, les textes nous disent qu'en fait, ces femmes-là ont montré leur sexualité, leur sexe. Et là, tout le monde était convaincu que c'était des femmes. Ça a fait tellement de bruit qu'il y a même, dans une église en particulier, enfin dans deux églises, pour ces deux femmes-là, il y a des sculptures qui sont impudiques, mais des sculptures où ces femmes sont représentées en train de montrer leur sexe, pour justifier que ce sont bien des femmes. Or, pour Eugène, il n'a jamais voulu montrer son sexe. Ce qui laisse penser que c'était peut-être pas une femme. C'est peut-être pas une femme en fait. Enfin, bref. Eugénie, devenue Eugène, était de toute évidence, souffrait lui aussi du syndrome de Klinefelter, parce que, a priori, puisque son père quand même pouvait nous dire qu'il était né fille quand même, ça, a priori, on peut faire confiance. Voilà, on a deux cas, les cas les plus documentés. Quand on regarde la documentation, en tout cas, on peut largement et sérieusement se poser la question de personnes qui étaient physiologiquement en difficulté, pour savoir, en fait, c'était pas clair. À une époque, en plus, où le statut de la femme n'était pas des plus formidables, d'une part, et d'autre part, où la moindre particularité risquait d'envoyer à la mort. La dysphorie de genre, et on a parlé du syndrome de Klinefelter, ce sont des questions qu'on se pose parce qu'on n'est pas sûr de soi et qu'on se cherche, en général. Et c'est pas la même chose. La dysphorie de genre, c'est une vraie pathologie psychiatrique, reconnue, diagnostiquée. Alors, le syndrome de Klinefelter, aujourd'hui, il est assez facile à montrer. Il suffit de faire un test ADN, hein, c'est pas très compliqué. Mais la vraie question du genre, c'est une question qu'on se pose parce qu'on n'est pas sûr de soi et qu'on se cherche. Ce qui revient à un mal-être. Un mal-être. Il peut y avoir des choses floues dans sa sexualité, sans nécessairement imaginer tout de suite que ces inquiétudes nécessitent un diagnostic clinique. 90% des questions de ce type se résolvent avec les années.
laisser passer un peu le temps, que les choses se stabilisent d'un point de vue hormonal, physiologique, avec certaines particularités peut-être. Mais il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps. Ces chiffres que je sors là, ce sont des chiffres qui sont donnés par des spécialistes. Il faut donc commencer par chercher des personnes qui peuvent aider à patienter et non des personnes avec des solutions à l'emporte-pièce urgentes. Un jeune qui se pose des questions sur sa sexualité, il faut l'encourager à trouver quelqu'un avec qui il peut échanger, mais quelqu'un qui va l'aider à se poser, à poser les bonnes questions et dans le temps. Aujourd'hui, il faut tout faire vite. La première question qui arrive, ça y est, t'es un garçon ? Plutôt, aujourd'hui, il faut pas dire ça. Tu as un sexe masculin. Tu te poses des questions parce qu'il t'arrive des choses bizarres. C'est que tu te sens femme, en fait. Je fais un petit raccourci, mais presque pas. Presque pas. Alors que il faut du temps pour intégrer, comprendre. On peut même employer le terme parfois d'apprivoiser, ce qui peut se passer dans un corps d'un adolescent qui se transforme. Et pour la femme, c'est pareil. Il peut se passer des choses qui peuvent poser question. Ça peut être tout simplement une formation particulière ou une excroissance ou quelque chose de particulier qui peut-être, oui, n'est pas très classique, entre guillemets, mais de là à penser qu'on est de l'autre sexe parce qu'il se passe quelque chose, non. Non. Voilà. 90% des questions de ce type se résolvent avec les années, avec le temps qui passe. Le temps qui passe, la patience. Dans le Nouveau Testament, il y a un mot qui est traduit par patience. Upomone. Upomone. Qui veut dire persévérance, patience, fermeté, constance. Pour les Grecs, qui ont employé ce terme bien avant le Nouveau Testament, upomone désigne une vertu essentielle pour faire face aux difficultés et aux adversités. C'est une notion étroitement liée à la maîtrise de soi et à la sagesse impliquant la capacité de garder son sang-froid dans les situations difficiles, de surmonter les frustrations et les déceptions et de faire preuve de résistance face aux défis et aux épreuves. C'est une bonne définition de patience. Il s'agit d'une force active qui permet de persévérer dans la poursuite des objectifs malgré les obstacles ou les délais. Elle implique la patience dans l'effort, la patience dans la recherche de la vérité et la patience dans le développement personnel. Nous, en tant que latins, quand on parle de patience, on a du mal à y associer le fait d'être actif. Patience, c'est on attend. On attend, c'est on s'assoit. Et comme je dis, on attend. Alors que le terme grec désigne quelque chose, une force active. Parce que peut-être que l'on ne fait rien, mais ce n'est pas parce qu'on ne fait rien qu'on est inactif. On recherche la vérité. Alors, dans le Nouveau Testament, on va prier, on va lire la parole, on va parler avec des frères et sœurs, on va échanger, on va se documenter. On élargit son champ de vision. Tant qu'il ne se passe rien. On n'est pas passif. Upomone est une notion qui est associée à l'acceptation sereine des événements qui échappent à notre contrôle, à l'adaptation aux circonstances changeantes de la vie et à l'alignement de notre volonté avec celle de la nature. C'est pour les Grecs. Donc nous, on ne va pas mettre nature, parce que dans le Nouveau Testament, c'est la volonté de Dieu. C'est ça la patience. Et les jeunes qui sont en mal-être, voire en souffrance, il faut les encourager à la patience. C'est pas l'inactivité, la patience. C'est pas dire t'inquiète pas, attends une dizaine d'années, ça ira mieux. C'est de se positionner, de réfléchir, de chercher la vérité, du pourquoi et du comment. 2 Corinthiens 1,6.
Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience au pulmoné, à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Cette force active. Consolation ici, paraklésis. Paraklésis, appel à soi ou pour soi, d'où invocation, prière. Quand on lit consolation, en français, on a du mal à y voir la notion d'une prière. Pourtant, si nous sommes affligés, c'est pour votre appel, pour votre prière. C'est pour amener à la communion fraternelle et à la prise en compte de la souffrance de l'autre. Et ça veut dire aussi consolation, assistance, encouragement, exhortation. C'est pour votre assistance, c'est pour votre encouragement et c'est pour votre exhortation. En grec, la paraklésis était souvent associée à l'idée de consolation ou de réconfort face à la souffrance ou à la tristesse, car elle visait à apporter un soulagement, à offrir un soutien affectif et à aider à trouver un sens ou une perspective positive dans les moments de détresse. Dieu nous demande d'être des consolateurs, de consoler. Consoler, c'est pas juste dire « Oh mon pauvre ». C'est vrai que ça doit être dur. Ça peut être bien de le dire parce qu'au moins la personne sait qu'elle est comprise. Enfin, ça devrait être qu'une étape. Parce que la consolation, c'est offrir un soutien affectif, certes, et c'est aider à trouver un sens ou une perspective positive dans les moments de détresse. On vit des choses compliquées. On a tous vécu et on vivra tous des choses compliquées. Ou on vit même présentement des choses compliquées, difficiles, pas simples. La consolation, c'est d'aider cette personne, consoler, c'est d'aider cette personne à trouver une perspective positive. Et être consolé, c'est avoir trouvé une perspective positive. D'où la prière, paraklésis, qui veut dire aussi invocation, prière. Parce que trouver un sens ou une perspective positive, il faut réfléchir. Mais il faut aussi prier. Parce que la prière est l'accès à la lumière et à la vérité. Paraklésis, considéré comme une vertu ou une capacité importante à cultiver pour être un bon ami, un bon conseiller et un bon leader. Évidemment, à l'époque des Grecs, ils n'employaient pas le terme leader. Nous sommes d'accord que c'était un néologisme, mais c'était pour bien expliquer ce que ça voulait dire, parce que je trouvais que ça synthétisait assez bien. Mais regardez que la parole de Dieu emploie un terme paraklésis qui définit ce qu'est un bon leader. Et le bon leader, c'est celui qui console. Dans notre esprit, le bon leader, c'est celui qui manage et qui booste tout le monde pour que ça bouge. C'est pas faux non plus. Mais bibliquement, le bon leader, c'est celui qui console. C'est celui qui donne des perspectives. C'est celui qui va donner des perspectives positives. Et en particulier quand ça va pas. Offrir un soutien moral et émotionnel dans les moments difficiles, ça c'est l'assistance, l'encouragement et l'exhortation. C'est-à-dire que la consolation, elle a deux axes. Elle a deux axes. Étymologie commune avec paraklétos. Paraklétos, le Saint-Esprit dans Jean 14, 16 et 26, 15, verset 26, ou 16, 7 et 13. C'est-à-dire que paraklétos, c'est le Saint-Esprit qui est appelé le consolateur. Et si on se laisse conduire par le Saint-Esprit, il nous amènera inévitablement, parce que c'est dans son attribut, dans son essence même, il nous amènera à la consolation. La consolation, c'est pas avoir un lot de consolation, comme on dit. La consolation, c'est avoir une perspective. Et ce que la parole de Dieu veut nous amener, c'est si nous connaissons des jeunes en souffrance, si nous sommes nous-mêmes en souffrance, c'est chercher la consolation. Non pas
chercher un palliatif en disant c'est parce que je me sens femme dans un corps d'homme ou je me sens homme dans un corps de femme. Là, ça, c'est pas une perspective, ça. La perspective, c'est de dire je me pose et dans la prière, avec d'autres, je trouve le pourquoi du comment. Et il y aura toujours une réponse. Il ne va pas forcément arriver comme ça d'un coup, mais il y a une réponse parce que Dieu a tout préparé d'avance. Donc, quand des questions de genre se posent, ne pas tout de suite aller ou envoyer vers des personnes qui vont parler de transition sociale ou d'intervention médicale, parce que il y en avait, c'est rapide quand même. Il y en a, c'est rapide. Aller ou envoyer vers des personnes qui ont de l'âge, qui ont vécu, qui ont de l'expérience et qui manifestent une stabilité sexuelle. Puisque nous sommes sur des questions sexuelles. Il faut aller vers des gens qui ont une stabilité sexuelle. Ceci doit être un réflexe pour toute question qui fait intervenir une profonde émotion. On n'est pas que sur la sexualité en réalité là. Bon là c'est le sujet, mais toute question qui fait intervenir une profonde émotion, un sentiment profond de l'individu, on doit réagir de cette manière, c'est-à-dire envoyer vers des personnes, si nous-mêmes on peut ne pas être en mesure de faire face à ces questions-là, ou si c'est un camarade avec à peu près le même âge, jeune, ça va être compliqué de considérer qu'il y en a un qui a plus de vécu que l'autre. Alors on peut donner des encouragements, mais il faut envoyer vers quelqu'un qui sera en mesure d'écouter, de prendre en considération et de consoler dans le sens où on l'a vu, Paraclésis. Acte 15.2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montreraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Vous voyez, le réflexe? Ils ne se sont pas chamaillés là, ils ne se sont pas tapés dessus. Ils ont dit, oh là on a un point dur, on va voir ça avec les frères anciens. Et pour les deux personnes, c'était deux personnes qui avaient du caractère. Mais ils ont eu le bon réflexe, à savoir pas essayer d'avoir raison, mais aller voir les frères anciens pour poser cette question fondamentale qui les séparait fondamentalement. Parce qu'il y a des phases durant lesquelles le corps et le psychisme sont en pleine évolution. C'est-à-dire que le jeune qui est en souffrance, il n'est pas adulte. Il n'est pas adulte. Nous verrons, quand nous verrons un petit peu la pornographie, on va parler un petit peu du cerveau. Et chez le garçon, le cerveau est totalement mature aux alentours de 25 ans. Imaginez. Aujourd'hui, on nous dit qu'à 14 ans, ils sont matures pour décider que... C'est compliqué quand même. Alors qu'ils ont un cerveau qui n'est pas maturé, c'est-à-dire qui n'est pas en capacité de tout gérer. Il n'est pas non plus âge mental 2 ans, mais il y a des choses, et en particulier des choses au niveau émotionnel, qu'il ne peut pas gérer. Parce qu'il ne peut pas, c'est tout. Physiquement, son cerveau n'est pas fini. Quand on dit ça, ça fait un peu péjoratif. Ça reste une toute petite partie du cerveau qui n'est pas finie. Quand même nuancé, parce que, attention. Ces phases-là, en général, l'adolescence, mais parfois plus tard. C'est-à-dire qu'il peut arriver que certaines des phases hormonales, par exemple, se déroulent plus tardivement. Vous avez par exemple le cycle féminin, vous avez certaines jeunes filles où la totalité de la phase hormonale du cycle est en place après 20 ans. Et donc, il faut prendre tout ça en considération. Et c'est pas parce que chez une jeune fille, tout se met en place tardivement que... Ah non, mais c'est parce qu'en fait, elle se sent garçon. Donc il faut prendre le temps de poser les choses. Il faut prendre le temps de poser les choses. Ce qui déclenche finalement la puberté n'est toujours pas clair. Aujourd'hui,
je dirais, biologiquement, on connaît des facteurs déclenchants, mais qu'est-ce qui déclenche la puberté et toute la mise en place, on ne sait pas. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on sait que c'est la même substance hormonale chez la femme enceinte qui va déclencher l'élargissement du bassin, qui va déclencher la lactation, qui va déclencher les contractions. C'est la même. Et pourquoi à un moment donné, ça déclenche le bon événement au bon moment ? Ben, on ne sait pas. Eh bien, on ne sait pas. Ce qui déclenche finalement la puberté n'est toujours pas clair, comme j'ai dit. Physiquement, pour les filles, pour les garçons, commence vers l'âge de 9 ans. Je mets vers parce que ça peut changer énormément. Il y a des facteurs physiologiques, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs sociologiques et il y a des facteurs traumatiques. Certains traumatismes peuvent déclencher un début, je dirais, de puberté très tôt ou au contraire très tard. On a déjà rencontré des petites filles de 5-6 ans qui avaient leurs règles. C'est rare, fort heureusement, mais voilà. Les garçons commencent vers 11 ans. Donc déjà, il y a un décalage entre les deux. Le cerveau donne des signaux pour stimuler la production d'hormones sexuelles via les glandes surrénales. Oui, chez les filles, c'est en moyenne vers 9 ans. Chez les garçons, c'est en moyenne vers 11 ans. Les hormones veillent alors à ce que l'organisme se modifie progressivement. Ils provoquent, entre autres, la maturation des gonades. Chez les filles, les ovaires. Chez les garçons, les testicules. Et j'ai décalé, puisque ça se décale dans le temps. C'est pas en phase. Plus tard, les gonades prennent également en charge la production des hormones sexuelles, puis les libèrent dans le sang en plus grande quantité. Donc, selon le cas, on peut avoir des décharges hormonales importantes qui vont générer, en fait, qui peuvent générer en tout cas un mal-être, puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne se sent pas bien. Mais comme on ne sait pas expliquer qu'est-ce qui ne va pas, et pour cause, c'est interne au fonctionnement, le cerveau qui a horreur d'avoir tort, qui a horreur de ne pas savoir, il va trouver une solution. Donc il va se fixer quelque part. Prenons garde et faisons attention sur quoi nous allons orienter la fixation. La puberté se termine par étapes. Pas en un coup comme ça. Pouf, ça y est. Ça y est, aujourd'hui je suis un homme, depuis ce matin 8 heures. C'est formidable quand même. Non, ça se fait par étapes. La plupart des filles sont sexuellement matures à 14 ans. Sexuellement matures. La plupart des garçons sont sexuellement matures à 16 ans. La croissance corporelle est généralement terminée chez la fille à 16 ans. Généralement terminée. La croissance corporelle est généralement terminée chez les garçons à 19 ans. Cependant, les derniers changements physiques peuvent durer jusqu'au début de la vingtaine, voire un peu plus longtemps chez les garçons. On a les dernières transformations qui peuvent intervenir même entre 20 et 25 ans chez les garçons. C'est tardif. Aujourd'hui, on nous dit qu'à 13 ans, c'est bon. 14 ans, c'est bon. C'est un homme. C'est curieux, cette attitude, parce que physiologiquement, on sait que c'est pas vrai. On ne parle même pas de psychologie, là. Maintenant, psychiquement, pour les filles, pour les garçons. Avec la métamorphose physique, l'image de soi évolue. Le corps, jusqu'alors relativement maîtrisé par l'enfant, va en quelque sorte échapper à l'adolescent. Ou l'adolescente. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont, surtout au début, avec par exemple les pertes nocturnes chez le garçon, donc là ça lui échappe complètement. Il ne peut pas gérer.
C'est surprenant, c'est désagréable, c'est qu'est-ce qui se passe? Avec en plus cette sensation peut-être même de se sentir sale. Par exemple. Outre les modifications formelles et visibles du corps, la fonction protectrice du corps, contenant une intimité, des émotions et des désirs souhaités, gardés secrets, marquant une limite entre soi et autrui, est fragilisée. C'est-à-dire que la limite par rapport à l'intimité va évoluer en fait. Donc il va y avoir des moments, on va parler d'instabilité, de manque d'assurance. Mais est-ce à dire que parce qu'il y a un moment d'instabilité et de manque d'assurance, c'est parce qu'on se pose des questions de genre? Non. Pas forcément. Ça peut arriver, pourquoi pas, mais c'est pas systématique. Or, la théorie du genre veut systématiser. L'intimité devient visible et le corps échappe au contrôle du sujet complètement. La jeune fille, sa poitrine. Fillette, aucun problème. Puis à un moment donné, la poitrine fait qu'il y a quelque chose de visible dans l'intimité, dans la limite du corps, quelque chose qui change. Je me tiens différemment. Je ne m'assois plus pareil. Vous voyez, c'est plein de petits détails en fait qui peuvent poser de grandes questions. Je parlais de la poitrine. On peut parler de la voix aussi, qui à un moment donné peut dérailler, ça peut être un détail pour certains. Pour certains, ça peut être rigolo même. Mais pour d'autres, ça peut être un vrai problème. Ça dépend. Ça dépend. La pilosité. Certains garçons peuvent être fiers. Un petit peu de poil sous le menton, là, c'est génial. Et puis il y en a d'autres, parce que c'est totalement irrégulier. J'ai connu un garçon, par exemple, qui avait, au maximum, une dizaine de poils sous le menton, mais qui était très long. Donc il se les coupait, mais il était très, très, très frustré avec ça. Et d'un seul coup, il est devenu, d'un camarade que j'avais qui était très jovial et qui jouait, d'un seul coup, il est devenu beaucoup plus timoré, il était beaucoup plus réservé, il se renfermait. Rien que pour ça. C'est surprenant, mais voilà, c'est comme ça. Chez lui, c'était comme ça. La pilosité chez la fille aussi. Les jambes, les bras, enfin, j'en sais rien. Ça dépend des personnes, en fait. Ça dépend du contexte, ça dépend d'un tas de choses. Vous savez, parfois un détail, puis quelqu'un fait une remarque. Anodine, c'est pas, l'objectif n'était pas de blesser, mais il y a un mot là qui, bam! Et ça génère énormément de choses. Donc il faut être à l'écoute. C'est une période difficile, surtout aujourd'hui, où il y a tant de choses de dites, tant de choses de montrées, qui sont perturbantes. Perturbantes. On en parlera un peu plus quand on parlera une fois de plus de la pornographie, où on a des choses qui sont montrées à des âges où l'enfant, voire l'adolescent, n'est pas en mesure de gérer ça. Une blague déplacée, ça peut générer énormément de choses. Énormément de choses. Donc il faut être à l'écoute. Bon, les menstruations, pour la fille, évidemment, si en plus elle est dans un contexte familial où chut, on dit rien et elle se réveille un matin, elle a l'impression qu'elle va mourir, hémorragie, à combien c'est arrivé? Mais c'est impressionnant le nombre de femmes qui ont vécu ce traumatisme, alors qu'il suffit d'en parler pour déjà préparer. Perte nocturne pour le garçon. Peut être traumatisant. Des processus de réorganisation dans le cerveau amènent des changements d'humeur parfois soudains. Et c'est pas la signature d'un mal se sentir. Mais on sait que physiologiquement, il y a des phases qui peuvent être, je dirais, neurologiquement, au niveau des neurotransmetteurs, etc., et au niveau des hormones, il peut y avoir des poussées hormonales qui engendrent, au niveau du liquide encéphalorachidien, une concentration hormonale différente, avec une réaction de l'hypothalamus et de l'hypophyse
qui va être différente. Et ça, c'est difficile à gérer. Et ça va intervenir directement sur l'humeur. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, et on ne sait pas pourquoi, j'ai rarement vu des gens qui se sentaient pas bien sans savoir pourquoi, qui étaient très joyeux. Ça ne va pas ensemble. Les phrases tristes peuvent alterner avec un bonheur exubérant. C'est-à-dire qu'en fait, on a des phases où on peut avoir des jeunes qui peuvent passer de la mélancolie à la joie d'un jour sur l'autre, voire en quelques heures. Parce qu'il se passe des choses. Alors il faut être à l'écoute, parce que ce n'est pas systématique. Ah, le jeune est triste. Ah, c'est la puberté. Non, il faut l'écouter, parce qu'il y a peut-être des problèmes. Mais voilà, il faut écouter, il faut se poser. Il faut être patient, comme on l'a vu tout à l'heure. Parfois, ils se comportent de manière mature et raisonnable, mais peuvent être puérils et idiots l'instant d'après. C'est surprenant. On en sourit quand on a vécu, mais on est passé par là aussi. Mais c'est impressionnant de voir parfois certains jeunes qui, sur certaines positions, sont d'une maturité impressionnante. Et quelques minutes plus tard, sur autre chose, alors on se dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas le même. Parce qu'il y a des choses qui sont pas encore en équilibre. Ouais, c'est mieux dit que pas finir. C'est des choses qui sont pas en équilibre, qui sont pas équilibrées, qui sont pas maturées totalement. Il faut parfois faire face à des phases de rébellion, de colère, d'irritabilité générale et de dissociation démonstrative de l'autorité. Parce que ça fait partie de tout l'équilibrage. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a une opposition à l'autorité que ah non mais c'est pas grave, c'est la puberté. Là, il faut poser les choses, il faut réfléchir. Mais tout ça, vous voyez, c'est très complexe parce que ça fait intervenir énormément de choses. L'éducation, le milieu social, le milieu culturel, une fois de plus, l'environnement amical, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tout ça, c'est un ensemble de choses sur lesquelles il faut être vigilant. Surtout aujourd'hui, où non seulement des portes sont ouvertes, mais elles sont défoncées chez les jeunes, par la publicité, par la musique, par des tas de choses, par des clips vidéo, par les films. C'est impressionnant, tout ce qui se déverse et qui est agressif en réalité. Les mutations physiques sont déjà terminées avant que l'équilibre psycho-affectif et sexuel ne soit atteint. Et c'est là que c'est grave. Parce qu'on a un corps qui physiologiquement a terminé sa transformation, mais on a un état, je dirais, neurologique qui n'est pas maturé pour assumer la totalité de ce qui vient de se faire dans la transformation. Alors, dire aujourd'hui qu'un jeune à 15-16 ans est libre et complètement responsable et peut faire ce qu'il veut en dépit de tout, je suis assez surpris de cette position parce que ce n'est même pas de la philosophie du 15e étage, hein. C'est de la physiologie, c'est de la neurologie. Vous prenez les neurosciences, partout vous trouverez tout ce que je viens de dire. C'est assez simple en fait. Donc, ces phases dans lesquelles le corps et le psychisme sont en pleine évolution, eh bien c'est une évolution qui va laisser des traces profondes dans le corps et dans le psychisme de l'individu. Vous savez, parfois vous entendez des témoignages, une blague en famille sur la poitrine naissante de la jeune fille ou sur la pilosité du jeune garçon, ou sur sa voix rauque. 15-20 ans après, il se la rappelle. On sait que tout ce qui est, tous les mots qui portent atteinte à l'intégrité physique peuvent avoir des répercussions inimaginables. Prenons garde nous-mêmes à ce que nous pouvons dire ou laisser paraître vis-à-vis de nos jeunes.
Évolution qui peut laisser des failles béantes et de fragilité face à des agressions. Parce qu'il y a des positionnements, il y a des réactions qui peuvent être faites et qui peuvent, par rapport à des agressions verbales, physiques, pas forcément volontaires, mais c'était acide. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a subi cela, il faut l'écouter, il faut être patient et consolateur. C'est-à-dire qu'il faut... Voilà. Et si on n'est pas apte à porter ce qui a été dit ou ce qui a été fait, eh bien, il faut aller vers des gens, vers des personnes qui seront plus en mesure de le faire. Des agressions qui peuvent être physiques, évidemment, psychiques, émotionnelles, évidemment. Tout cela peut créer, augmenter, accentuer des questionnements, des peurs, des phobies. Même, on crée des phobies même, des pressions psychiques et émotionnelles. Selon le contexte dans lequel l'enfant vit, le jeune vit. Un contexte avec l'un des parents dépressifs. Un contexte avec un parent alcoolique. Un contexte avec un parent violent avec l'autre. Forcément, ça va le marquer dans son psychisme, dans son émotion. Et donc, les questions qu'il va être amené à se poser ne sont pas forcément des questions de genre. Aujourd'hui, tout est ramené au genre. Mais c'est des questions existentielles. C'est des questions de construction de lui-même. Soyons patients et consolateurs. Vis-à-vis de l'autre, sexe, de soi, suis-je normal? Est-ce que ça marche? Est-ce que je vais pouvoir? Le garçon peut être amené à se poser des questions. Est-ce que je vais être capable d'avoir une relation sexuelle? On dit tellement de choses aujourd'hui. Est-ce que je vais pouvoir, accomplir tout ce qu'il faut envers une fille, envers une femme? Ce sont des questions qui peuvent être posées. Il n'y a rien de rigolo. Une jeune fille peut se poser la question. J'ai peu de poitrine. Est-ce que je vais pouvoir allaiter, par exemple? Ça peut paraître décalé même. Parce que c'est bien trop tôt de se poser ces questions. Mais en fonction de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, c'est une question qui peut, et à un moment donné, peut créer en fait, un problème vis-à-vis de son corps. Donc c'est plein de petites choses sur lesquelles il faut être attentif. Il faut juste être attentif. Et quand les jeunes se posent des questions, il faut être à l'écoute. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui trouvent des réponses simplement. Et il y en a d'autres, c'est dans le temps que les choses se font. En tant que jeune, il faut être prudent et avoir des positionnements inversement proportionnés. C'est-à-dire que si on sent que ça part dans un sens, il faut, comme je dis souvent, il est urgent de ne pas se précipiter. C'est-à-dire que si ça part très fort dans un sens très vite, il faut avoir une tendance à dire je vais freiner très fort, très vite. Voilà. Pour éviter l'accident. En tant qu'accompagnant, il faut être prudent et demeurer dans la prière, paraclésis, pour pouvoir exhorter, consoler, accompagner. Plus l'évolution est forte, plus il faut être mesuré et patient. Patient ou paumonné est associé à l'acceptation sereine des événements qui échappent à notre contrôle, à l'adaptation aux circonstances changeantes de la vie et à l'alignement de notre volonté avec celle de la volonté de Dieu. C'est ça la patience. Donc, attention. Ne serait-ce que changer de prénom est une hyperviolence psychique qui peut être perçue par la psyché comme une tentative de dépersonnalisation. Juste, si j'oserais dire juste, changer de prénom. Si j'oserais, ici n'aime pas les raies. Donc si j'osais le dire, juste changer de prénom, c'est une hyperviolence psychique faite à soi-même qui va être considérée par l'inconscient comme une tentative de dépersonnalisation. C'est extrêmement violent en réalité. Donc même donner un surnom peut être dangereux. Il faut faire attention. Il faut faire très attention.
allons nous arrêter là pour la première partie. La deuxième partie, nous rentrerons un petit peu plus dans certaines choses par rapport à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.